Bonjour Bassam Tan. Bonjour Eurasie Express, bonjour Frédéric Saillot. Alors, aujourd'hui, dimanche 20 novembre, vous souhaitez revenir sur un événement qui a défrayé la chronique il y a quelque temps de cela. Ce sont les manifestations géantes qu'il y a eu un peu partout au Maroc, suite à un incident qui fait penser à ce qui a donné le coup d'envoi en décembre 2010 au printemps arabe, ce jeune marchand de fruits qui s'est suicidé par le feu. Là, il s'agit d'un accident assez horrible. C'est un marchand de poissons qui, dans le Rif, qui est une région traditionnellement rebelle, a été happé par des bennes d'un camion à ordures où avaient été jetés les poissons qui lui avaient été confisqués par des policiers. Donc cet événement tragique a mis la région et l'ensemble du Maroc en ébullition. Contre le gouvernement. Alors, Bassam Tahan, 6 ans après le début du printemps arabe, quelles sont les conséquences possibles de ces manifestations et quels en sont surtout les ingrédients qui est entré en mobilisation contre le roi, contre le pouvoir central? Vous savez, pour revenir à cet incident, disons, malheureux, hein, je crois franchement qu'il n'y aura pas de printemps pourri au Maroc, n'en déplaise aux comploteurs qui cherchent à déstabiliser le Maroc. Parce que le Maroc offre un exemple de réussite à plus d'un niveau, et aujourd'hui c'est peut-être le pays le plus stable avec l'Algérie, honnêtement. Tout le reste du monde arabe est en ébullition, a des problèmes économiques, tandis que le Maroc continue sa progression, hein, ses projets. C'est vraiment devenu un état de droit avec le nouveau roi. Ça, c'est un fait. Et je pourrais même dire que, en évoquant le roi du Maroc, Mohammed VI, c'est comme s'il disait « touche pas à mon peuple ». Et ça se voit dans la manière de traiter ce problème-là. Mais pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, revenons à l'incident lui-même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites qui ne sont pas exactes. D'abord, ce parallèle avec la Tunisie ne se justifie pas. Dans quel sens? Le Tunisien s'est immolé par le feu, suite au fait qu'une policière l'a giflé. Bon. Ici, ce n'est pas le cas. Le pêcheur marocain ne s'est pas immolé. Il a cherché tout simplement à sauver son poisson. Et là, c'est un point très important, vous voyez. Parce que dans la civilisation arabo-musulmane, on ne jette pas la nourriture. On nous apprend quand on est petit, même si on trouve un bout de pain sec par terre, de le prendre, de le poser sur un endroit élevé, de manière à ce que soit un pauvre le ramasse, soit pour les animaux, les oiseaux et tout ça. On appelle ça la grâce de Dieu. Hein. Donc, il y avait quelque chose de choquant, c'est que ce poisson, en l'occurrence c'est de l'espadon, c'est interdit de le pêcher en cette saison, a été confisqué. Bon, par des douaniers. Par des douaniers. Pourquoi ils l'ont jeté dans la benne à ordures, déjà? C'est dilapider la grâce de Dieu, dans un sens, n'est-ce pas, dans l'imaginaire arabo-musulman et marocain. Les Marocains sont très respectueux, ils ont une culture populaire profonde, enracinée dans la terre, et ça c'est choquant. Maintenant, on peut se demander, il y a une loi. D'habitude, tout ce qui est confisqué par la douane, poisson ou autre nourriture, est distribué dans les orphelinats ou dans ce qui peut ressembler au resto du cœur en France, aux pauvres. Vous voyez, c'est des traditions ancrées et la loi, les us et coutumes suivent l'âme marocaine dans ses moindres mouvances, replis, sensations. Donc là, il y a une erreur. Hein. On se demande pourquoi
les douaniers ont fait cela. Hein. D'autant plus, si vous voulez, que ce pêcheur apparemment a essayé de négocier. Il a exprimé sa révolte. Il s'est jeté pour sauver son poisson. Apparemment, la cargaison valait dans les $3000, selon ce que j'ai lu. Donc, c'était important pour lui. Un petit pêcheur, $3000, c'est énorme. Vous voyez. Alors là, moi, j'ai une idée. C'est que sans doute aussi, oui, moi, je crois à la corruption. Oui, il y a une corruption. Peut-être qu'il n'a pas donné la bonne pièce. Peut-être qu'il voulait que c'était un homme honnête, intègre, qui ne voulait pas donner la pièce à ces douaniers-là. C'est, je dirais, bon, pas chose courante, mais il arrive que beaucoup de douaniers se font acheter tout ce cinéma pour avoir la... Alors, je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est simplement pour essayer de comprendre cette vive réaction du peuple. Hein, j'ai rencontré des Marocains, j'ai rencontré mon marchand de fruits marocain au marché ici, j'ai discuté avec lui, il était sûr, il aurait donné la pièce, il l'aurait fait passer avec son espadon, voyez-vous. Donc il y a une petite corruption dans cette classe de... il faut voir, c'est possible. Maintenant, dans la vidéo, moi je ne l'ai pas entendu, mais il paraît qu'on entend broileux. Et là c'est grave, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas compris, est-ce que les dents, si je puis dire, de la benne ont fonctionné accidentellement ou c'était volontaire? Dans les cas où c'est volontaire, c'est très grave, c'est un crime. C'est un meurtre. Vous voyez, c'est un meurtre. Alors, je comprends fort bien, vous voyez, et là, il faut comprendre un autre concept courant chez les Marocains, c'est là ce qu'on appelle l'hujra, c'est-à-dire ce mépris qu'ont les petits fonctionnaires du peuple. Que, vous savez, c'est très aussi arabe ça. Dès qu'un bonhomme a l'uniforme, il se croit un général, il veut commander tout, vous voyez. Et c'est là un cri du cœur de la part de tous ces manifestants qu'il y a assez de maltraités. Alors, est-ce que vraiment la police marocaine maltraite? Et il y a sûrement des incidents, mais de là à généraliser, je ne le pense pas, honnêtement. Moi, j'étais au Maroc, c'est pas vrai. J'ai eu affaire à des services d'ordre, ils étaient polis, à la police de la circulation. Alors, bon, malgré ça, je ne défends pas, il y a sûrement une corruption. Mais il faut voir pourquoi cet incident a pris cette ampleur dans les manifs. Voyez-vous ? Oui, en effet, donc au départ, d'après ce que vous dites, il s'agit de manifestations de colère spontanée. Est-ce que ces manifestations ont duré? Est-ce que cette mobilisation dure encore peu ou prou? Et est-ce que certaines forces ne cherchent-elles pas à exploiter cette colère populaire? Je crois que vous avez bien vu, Frédéric Sayot, là, vous avez mis le doigt sur la vérité. Il y a sûrement différents partis ou tiers, comme on dit, qui cherchent à déstabiliser le Maroc. Et là, je me réfère au discours du roi du Maroc au Moyen-Orient, quand il a été au Conseil de coopération. Il a dit, il y a des gens qui cherchent à déstabiliser mon pays. Et là, la caméra se braquait sur les princes du Qatar et les autres. On voyait qu'ils étaient un peu étonnés, un peu mal à l'aise. Mais il l'a dit. Mohammed VI a bien dit, il y a des gens qui cherchent à déstabiliser le Maroc. Mais là, c'est plus complexe. Donc, sûrement, comme ça s'est passé en Syrie, en Libye, en Tunisie, il y a des soi-disant ONG qui sont intervenus, qui se sont immiscés dans cette affaire de pêcheurs broyés pour raviver une sorte de printemps arabe, enfin, pourri. Ça, c'est clair. Parce que ce n'est pas innocent que les réseaux sociaux soient arrosés, mais par milliers de messages. Il faut dire que, bon, la vidéo de l'incident est émouvante et horrible. Elle peut faire le buzz, ça c'est clair. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela.
il y a quelque chose derrière. Ce qu'il y a derrière, justement, c'est que sûrement, il y a des forces étrangères qui ont leurs antennes au Maroc, oui, et qui essayent cette déstabilisation. Ça, de manière générale. Maintenant, il y a d'autres partis. Ça, c'est le premier parti le plus dangereux, hein, qui cherche à... Le second, c'est qu'il y a des gens qui en ont marre. De quoi? Du gouvernement musulman, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire un gouvernement qui, jusqu'aux dernières élections qu'ils ont remportées d'ailleurs, était dirigé par un parti islamiste. C'est ça. En donnant à islamiste un sens, une résonance feutrée et neutre. Je ne pense vraiment pas que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a gagné les élections... Le PJD, donc voilà, le Parti de la Justice et du Développement, oui, de Abdelillah Ben-Kiran. Oui, ce n'est pas... Ministre. Je vous dis, je connais personnellement Abdelillah Ben-Kiran, ça remonte à 2003, on a débattu ensemble en public, à Casa. Je ne pense pas que ce soit des gens fanatiques. Maintenant, il se peut que dans leurs troupes, il y ait des excités. Hein. Vous ne pouvez pas, un pays musulman, c'est comme en France, hein, vous avez des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, l'extrémisme existe partout. Mais dire que c'est dans l'idéologie du parti au pouvoir, je ne le pense pas, honnêtement. Hein. Excusez-moi, mais je vous ai interrompu à un moment où vous disiez qu'une partie de la mobilisation était dirigée justement contre l'islamisme voilà. au pouvoir. Donc, contre ce parti, pour régler des comptes, parce qu'il a gagné à nouveau les élections, il se peut fort bien qu'il y ait des gens, mais là, ils jouent avec le feu. C'est-à-dire, ils vont faire porter le chapeau à ce gouvernement pour créer des problèmes à ceux qui viennent de gagner les municipales au Parlement. Voyez-vous? Et là, c'est dangereux comme jeu. Alors, vous me direz, quel parti? Vous savez, je ne pense pas que, vous savez, que les partis de l'opposition soient naïfs à ce degré de chercher à mettre le Maroc à feu et à sang pour cette histoire-là. Je ne pense pas. Hein. C'est-à-dire, pour parler de l'autre parti qui a fait une avancée fantastique, Al-Asala ou Al-Mu'asara, je ne pense pas que... le PAM, le parti Authenticité et Modernité. Voilà, Authenticité et Modernité. Créé par un proche de Mohamed de Ali Himma et du roi, oui. Mais vous voyez, c'est des gens responsables et qui aiment leur pays. Je ne pense pas que ce soit monté par l'opposition contre... Peut-être qu'au début, il y a eu des manifestations pour montrer l'union nationale contre ce que j'ai appelé la Hujra, ce mépris de la classe pauvre ou moyenne au Maroc, mais on ne peut pas faire porter le chapeau à ce grand parti d'opposition ou d'autres. Mais il y a sûrement, vous voyez, des gens inconscients, hein, parce que ceux qui veulent déstabiliser le Maroc, vous voyez, ne sont pas simplement à l'étranger et ne sont pas simplement ceux qui jouent la carte occidentale, vous voyez. D'ailleurs, remarquez que de cet incident, c'est devenu une épopée. Ce pêcheur de poissons il nous est représenté comme un activiste pour les Amazirs, n'est-ce pas? Les Berbères, si vous voulez, du Maroc. Du Rif. Et que, voilà, vous voyez, mais ça ne tient pas debout, ça, il faut être sérieux. Peut-être que à Hoceima, bon, comme vous l'avez souligné, c'est un département du Maroc qui a son histoire, qui est fier de son histoire, il ne faut pas oublier. Vous savez, moi, enfant, j'ai appris en Syrie, dans les ouvrages d'histoire, le nom de ce révolté qui a fondé une république dans les années 20 et qui a lutté contre les Espagnols, Abdelkarim al-Khattabi. Je vois maintenant, quand je vous parle, l'illustration de ce héros marocain, vous voyez. Donc, il y a un problème économique là-dessous. C'est que cette région, vous voyez, est réputée être un peu marginalisée par l'ancien roi défunt qui est Hassan II. Mais ce n'est plus le cas de Mohammed VI. Il y a encore des choses à faire. Je vais insister là-dessus. Par exemple, vous voyez, quand Mohammed VI est arrivé au pouvoir,
il a tenu à ce que la fête du trône, en été, soit célébrée dans le nord. Moi, je ne vous cache pas, j'ai assisté à une fête du trône en 2003, c'était à Tanger. Hein. C'était un peu réhabilité, toute cette côte méditerranéenne, et enfin près de Gibraltar, et Hoceima plus vers là, pour montrer que le roi tient à chaque grain de sable, de terre de son pays, et à ses sujets. Et, honnêtement, hein, et puis on voit cette ferveur du côté du peuple marocain, elle est rare. Vous ne pouvez pas me dire que dans les royaumes arabes, les peuples aiment autant le roi que le peuple marocain aime son roi. C'est faux. Hein. Non, mais vraiment, c'est faux. Hein. Moi, je peux témoigner. Hein. Il y a, parce que le Maroc n'a pas connu de conquête ottomane, parce que le Maroc a une histoire qui lui est propre. C'est une dynastie qui remonte au 8e siècle, on connaît son histoire. Le Maroc a vécu ouvert à l'Andalousie musulmane et au reste du monde arabe, mais avec des frontières, avec une série de dynasties locales. Vous voyez, c'est très important ça. On ne peut pas comparer la Libye, la Tunisie au Maroc. Non. Et en plus, vous voyez, ce qui montrait qu'il y avait des complots. Regardez l'attitude de l'Algérie. L'Algérie tenait absolument de son côté à ce que le Maroc ne connaisse aucune déstabilisation. Parce que je crois qu'en Algérie, on sent très bien que si le Maroc est déstabilisé, ça va être leur tour. Loin de nous ces idées-là, je pense que ni le Maroc ni l'Algérie ne vont connaître de printemps pourri. Ce sont, parce que, bon, je ne vais pas faire une digression sur l'Algérie, mais l'Algérie a connu ces problèmes islamistes il y a 20 ans. Ils sont vaccinés. On me dira, oui, mais le feu couve sous les cendres. D'accord, mais le feu couve sous les cendres partout, même en France, hein, alors que ce n'est pas un pays musulman, traditionnellement. Maintenant, il y a évidemment, comme on le sait, 6 à 7 millions de musulmans en France. Vous voyez, tout ça montre qu'il y a des gens au Maroc qui, peut-être, par naïveté, hein, ont joué avec le feu, continuent à le faire. Par exemple, à Hoceima, hier, samedi, il disait « Vive la République de Khattabi ». Vous voyez, tout ça est vous pouvez préciser, de mauvais goût. Vous pouvez préciser ce dernier point qui est cet homme qui criait « Vive la République de Wahhabi », c'est ça? Khattabi, oui, c'est-à-dire ce héros des années 20, parce qu'il est de la même région, vous voyez, il est de la même région. Maintenant, je vous dirais, ils ne sont pas les seuls à avoir déclaré une république. Je pense à l'ouvrage de mon ami, l'ex-ministre d'éducation, Moulay Ismail, sur Salah. Salah, à un moment donné, Salah, vous savez, Salé, hein, en face de Rabat, à un moment donné, a fondé aussi un État, et très proche de la démocratie républicaine. Et le Maroc est très riche dans son histoire, mais le ciment de tout cela, ça reste quand même la monarchie. Hein? Et je ne pense pas, vous voyez, pour revenir au problème amazigh, permettez-moi de dire que le Maroc a fait des pas de géant dans ce domaine, en donnant plus de droits, en respectant la culture amazigh, en enseignant la langue amazigh, en construisant donc un la grand langue amazigh institut. qui est une langue berbère, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une langue kabito-sémitique. Elle a des liens avec l'arabe, mais ce n'est pas une langue sémitique. On appelle ça kabito-sémitique. Et quelle est la proportion de locuteurs de cette langue au Maroc? Si vous voulez, le fond, la majorité des Marocains sont d'origine amazigh. Hein, la conquête arabe, c'était simplement la noblesse de la cavalerie. Bon, il y a eu l'apport d'Andalousie, un mélange d'andalou. Donc c'est un peu la même chose qu'en Algérie, où la majorité des Algériens sont oui. berbères, mais n'ont plus la langue berbère et sont arabisés en... Ah ben, vous savez, au Maroc, c'est très vivant, l'amazigh. Il y a des coins au Maroc, honnêtement, hein, dans la campagne éloignée en montagne, ils ne parlent que leur langue. Hein. Ils ne parlent pas arabe. Et vous voyez, c'est aussi, ça me fait plaisir de parler de ces paysans, n'est-ce pas, du Rif, Atlas, parce que à la base, ces paysans sont très peu religieux, vous voyez. Et c'est peut-être pas une campagne
d'arabisation forcée et comment puissante, on a un peu dénaturé la réalité culturelle du Maroc. Et je suis responsable de ce que j'avance. Hein. Donc, non pas que je sois contre l'arabe, pas du tout, mais je veux dire, il faut qu'il y ait un respect hein, de l'identité de chaque pays arabe. On ne peut pas... Donc, Bassam Tahan, ce que vous êtes en train de dire, après avoir brossé ce tableau de la réalité du Maroc, c'est que ceux que vous cherchiez à identifier comme les responsables et ceux qui voulaient instrumentaliser ces mobilisations, finalement, ce sont tous ces mouvements, peut-être, qui revendiquent une identité, une particularité locale. Je pense pas. Je pense, si vous voulez, que c'est un coup de semence de la part de certains mouvements occidentaux qui ont été déçus par l'émergence d'un nouveau pôle diplomatique et stratégique du Maroc. Parce que alors, le roi... Oui. Expliquez un peu comment, qui sont ces gens et comment ont-ils agi, à l'aide de quel levier au Maroc. Le fait, par exemple, moi je l'applaudis des deux mains, hein, le roi. Quand il a été à Moscou rendre visite à la Russie, ben, ça n'a pas plu aux Américains, ça n'a pas plu aux Français, ça n'a pas plu à l'Europe qui s'oppose à la Russie bêtement. Et en plus, il a béni l'action de la Russie en Syrie. C'était dans ses déclarations, si je ne me trompe, il me semble que c'était clair. Par ailleurs, quand il a été, vous voyez, il y a eu une série de faits, c'est le sans faute dont on a parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire que le roi a été en Russie. Hein, il a béni la politique russe au Moyen-Orient. Il a refusé, il a décliné, vous vous souvenez, c'est avec vous que j'avais fait cette vidéo, un sommet arabe. Absolument, oui. Voilà. Après cela, il a été au Conseil du Golfe pour dire qu'il était déstabilisé, mais il insistait sur la souveraineté du Maroc, qu'il était libre de mener hein, la diplomatie qu'il voulait, comme il l'entendait, et qu'il ne subissait aucune pression. Et c'est peut-être ces pays arabes riches en pétrole qui avaient intérêt un peu à faire des histoires. Alors, est-ce qu'ils étaient poussés par l'Occident ou c'est d'eux-mêmes? Je ne saurais pas vous dire, ça peut être et l'un et l'autre. Mais c'est un fait qu'ils ont été étonnés du courage de Mohammed VI en affirmant sa souveraineté. Je suis libre de faire ce que je veux dans mon pays et on cherche à me déstabiliser. Oui, Bassam Tahan, vous avez tout à fait raison d'insister sur l'originalité de la politique étrangère du Maroc. Il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que Mohammed VI est commandeur des croyants, même si cette fonction est symbolique, et que l'été dernier, il a pris une décision très courageuse qui est de condamner le djihadisme, de condamner le terrorisme au nom de l'islam, vouant ceux qui s'y consacraient à l'enfer. Et il a proposé une coalition des juifs, des chrétiens et des musulmans contre les djihadistes. Donc, est-ce que, oui. en dehors de ces prises de position pro-russes, vous parliez de la façon dont il a béni l'intervention russe en Syrie, est-ce que certains ne chercheraient pas à faire payer à Mohammed VI ses positions courageuses Exactement. sur le djihadisme? Exactement. Non seulement sur le djihadisme, toute sa politique, par exemple. Il se peut qu'il y ait des extrémistes sahraouis, entre guillemets, qui étaient dans le coup aussi, hein, pour se venger du roi. Hein. Vous voyez, il y a c'est-à-dire, quand on aborde cet incident, il y a un mécontentement réel. Il faut voir, voilà, qui sont les ennemis latents, déclarés du Maroc. Et en partant de cela, on peut voir peut-être comment les choses évoluent et s'organisent. Mais il y a eu sûrement, il y a toujours une volonté de déstabiliser le Maroc. D'ailleurs, vous voyez, mais je ne crois pas qu'il puisse faire cela. Parce que pour revenir à l'islam, vous voyez, le roi a gardé les ministères de souveraineté. Et ces ministères de souveraineté sont bien gérés. Regardez par exemple,
pourquoi il n'y a pas autant de problèmes d'islam au Maroc, honnêtement. Et parce que le ministère des Affaires religieuses est tenu par un ministre franchement très futé, hein, qui a investi le domaine religieux, interdisant aux extrémistes de le faire. D'ailleurs, il a cherché depuis des années, hein, ça dure, à former des imams. Il a donné à la femme musulmane marocaine certains droits d'exercer comme un imam, pratiquement. Voyez-vous, il a conservé l'enseignement traditionnel marocain qui est très riche, qui va de l'université à Qarawiyyin à tous les conseils des ulémas de toutes les villes. C'est passionnant le Maroc à approcher au niveau musulman. Et ces conseils sont actifs. Chaque ville a ses ulémas, se réunissent, vous voyez. Alors maintenant, quant à contenir ces manifs, il faut rendre hommage aussi à l'intérieur. Hier, ils demandaient la démission du ministère de l'Intérieur. Les manifestants. Oui, mais je trouve que c'est déplacé. Regardez en France, avec tout ce qu'on a eu, vous allez me dire, c'est pas un bon exemple, d'accord? Mais je veux dire, ce qui s'est passé en France méritait amplement que le ministre démissionne, avec tous les attentats qu'on a eus et tout. Bon, mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu? Cet incident. Et voyez, le roi, apparemment, d'après ce que j'ai lu, a donné l'ordre au ministre de l'Intérieur, qui a transmis, on s'approche, on garde une distance de 50 mètres entre les manifestants et les forces de l'ordre. Ne tirez jamais, soyez gentils, contenez-les. Et ça, il n'y a pas eu. Est-ce qu'on a entendu dans la presse que la police marocaine a tabassé les manifestants? C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, vous avez vu que ça va en régressant. En régression. C'est-à-dire, au début, on a eu des manifs à Casa, comme vous avez dit, un peu partout. Là, ça se réduit à quoi? À Hoceima. Et c'est là où peut-être les gens ont un peu raison. C'est que cette région produit économiquement, mais elle ne voit pas le retour. Ce qu'elle produit, il va dans la caisse de l'État, hein, mais on ne voit pas le retour dans le développement. Alors, n'oubliez pas également que le roi du Maroc réintègre par une nouvelle décision diplomatique, et c'est toujours dans le sans faute, l'Union africaine. Alors, à cause du Sahara, au départ, il s'est retiré. Voyez tous les projets qu'on fait au Maroc. L'énergie solaire, c'est un des pays exemplaires, pionniers dans ce domaine. Regardez, par exemple, tout le monde s'attendait avec la conférence sur le climat à Marrakech qu'il y aurait des problèmes. Il n'y a rien eu. Hein. Ça, il faut dire que chapeau bas aussi au ministère de l'Intérieur. Donc, ces ministères de souveraineté fonctionnent très bien et en accord avec le gouvernement. Vous avez raison d'évoquer cette conférence de la COP21 à Marrakech, où il était beaucoup question de Trump, du président Trump, qui est considéré comme un climato-sceptique. Alors pour finir, puis-je vous demander, cher Bassam Tahan, votre appréciation des résultats de l'élection américaine en 30 secondes? En 30 secondes, je vous dirais que moi, je suis content que Trump soit arrivé, dans la mesure où il a cassé l'establishment. Et je crois qu'en France, les deux qui ont du succès, qui auront peut-être du succès, qui à leur manière ont cassé l'establishment, c'est d'une part Fillon, à l'intérieur de la droite, et Macron, comme jeune espoir à la gauche. Eh bien, nous verrons, Bassam Tahan. À bientôt. À bientôt, mais je vous dirai, le Maroc est un pays qui décollera. Et son printemps maudit. On vous entendra, Bassam.